Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreux ce soir parmi nous à cette séance des Jeudis de Lima, consacrée à l'Égypte, un pays dont on a suivi l'évolution depuis quelques années, bien avant ce qu'on appelait le printemps arabe. Et ce soir, évidemment, la situation est complètement différente. Elle exige aussi une mise au point, elle exige un état des lieux. Et on a voulu, avec des spécialistes, des experts, aller un peu plus loin pour justement éclairer ce pays auquel on tient énormément, parce que c'est un pays quand même qui occupe une place charnière géographique, géopolitique, culturelle dans le monde arabe. Et on souhaiterait que, à l'image de la Tunisie, qu'il sorte de ces difficultés et de ces problèmes. Je ne vais pas revenir sur le précédent fâcheux, quand on a invité Alaa Aswani à la salle du Haut Conseil. Certains d'entre vous étaient présents donc ce soir à cette présentation du livre de Alaa Aswani. Pardon, excusez-moi. Mais évidemment, comme je l'ai rappelé, l'Égypte a été toujours occupé une place de choix dans notre programmation. Alors ce soir, et en partenariat avec Maghreb Mashrek, je remercie d'ailleurs Jean-Yves Moisseron pour cette collaboration. Nous avons monté un panel d'experts, de spécialistes sur l'Égypte, que je remercie tous. Et je remercie également Benjamin Barth, grand reporter au quotidien Le Monde, d'avoir bien voulu modérer et animer cette séance. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment. Bon, le titre lui-même, il annonce tout un programme. Je rappelle que parmi les intervenants, il y a certains qui ont signé un article publié dans le quotidien Libération, justement à la suite d'un voyage en Égypte, et qui reprend un peu cette même thématique Égypte, révolution, transition ou restauration. Avant de passer le micro à Benjamin Barth, je rappelle que la semaine prochaine, on sera dans le feu de l'actualité, puisque on va aborder évidemment les élections en Algérie, et ça tombe le 17 avril, le jour des élections en Algérie, et ce sera l'occasion aussi, avec des personnalités politiques et des experts, de revenir sur la situation dans ce pays et de faire le point sur l'Algérie et sur son avenir. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'être présents parmi nous, et je remercie nos amis d'être présents à cette séance, et je vous remercie. Je passe la parole à Benjamin Barth. Bonsoir à tous. Dans un mois et demi, l'Égypte va voter. Dans un mois et demi, l'Égypte va élire un nouveau président de la République. Il n'y a pas de suspense. Tout le monde sait, ici dans la salle, j'imagine, et surtout en Égypte, tout le monde sait que le maréchal Abdel Fattah el-Sisi sera élu président de la République. Comment interpréter, comment lire la signification de ce scrutin à venir? Pour les partisans du maréchal Sisi, c'est le retour d'une Égypte forte et fière. C'est un scrutin qui est, dans leur esprit, dans la continuité des événements de 2011, la révolution de la place Tahrir. Ils en veulent pour preuve que cette élection s'organise dans le cadre d'une feuille de route qui prévoit, après le scrutin présidentiel, des élections législatives. Voilà pour le point de vue
des partisans de près, de loin, en tout cas partisans, sympathisants du nouveau pouvoir égyptien. Pour les opposants au nouveau pouvoir égyptien, cette élection sera le signe ultime, ou en tout cas très important, que l'Égypte est rentrée dans une phase de restauration, dans une régression, que l'on assiste au retour d'un État policier, au retour bien solide et bien musclé d'un État policier, comme on a pu le connaître à l'époque de Hosni Moubarak, voire un État encore plus répressif que ce qu'on a connu à l'époque de Moubarak. Ils en veulent pour preuve 2 récents verdicts délivrés par la justice égyptienne. L'un qui a condamné à mort 529 frères musulmans, un verdict qui, d'après les bons connaisseurs du système judiciaire égyptien, devrait être cassé, amendé, modifié dans les prochaines semaines. Mais il pointe également un autre verdict, celui-là en appel, qui a concerné 3 figures de la révolution égyptienne, dont Ahmed Maher, l'un des leaders de la révolution de la place Tahrir, un verdict qui a confirmé une précédente condamnation en première instance à 3 années de prison. Donc les opposants au maréchal Sissi expliquent en pointant ces 2 verdicts qu'il ne s'agit pas seulement d'une répression contre le mouvement islamiste, mais également d'une répression plus large contre le mouvement progressiste qui avait pris de la voie, qui était descendu dans la rue en 2011. Et puis 3e interprétation des observateurs qui estiment que rien n'est figé, que nous sommes dans une phase de transition encore, que l'histoire n'est pas finie et que le peuple égyptien pourra, à un moment ou à un autre, exprimer son désaccord, sa désapprobation, redescendre dans la rue éventuellement, pour reprendre le cours de son destin en main. À mes côtés, pour discuter de ce sujet, donc qui a été formulé par ce triptyque, révolution, transition, restauration. À mes côtés, tout à ma droite, Thierry Rambaud, qui est professeur de droit public à l'université Paris-Descartes et à Sciences Po. À ses côtés, Jean-Yves Moisseron, qui est économiste, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. Juste à mes côtés, à ma droite, Nihal Maarouf, qui est professeur, spécialiste d'urbanisme, d'architecture également, au CNRS en Égypte, et qui est actuellement détaché, comme professeur détaché en France, professeur à l'université Paris 7. À ma gauche, Patricia Lalonde, qui est chercheuse à l'Institut IPSE, un institut de prospective et de sécurité en Europe, et à ses côtés, Emmanuel Dupuis, qui est le directeur, le président de cet institut prospective et sécurité en Europe, IPSE. Donc je vais leur donner la parole à tour de rôle. Ils vont chacun développer un aspect plus précis de cette expérience égyptienne des derniers mois, et puis également de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, mais chacun selon un angle bien précis, ce qui pourra nous permettre d'aborder la réalité égyptienne sous différentes facettes. Donc je vais leur demander de prendre la parole pendant 5-10 minutes chacun, et puis après on vous donnera la parole pour des questions. Donc on va commencer avec Nihal Maarouf, qui nous a préparé quelques images, quelques photos, et qui va présenter un exposé sur le thème de la réappropriation de l'espace public par les Égyptiens, de la naissance d'une nouvelle citoyenneté. Selon elle, les Égyptiens, en tout cas une partie des Égyptiens, sont devenus des activistes qui s'ignorent sans le savoir. Nihal Maarouf. Bonjour. Voilà, je vais aborder surtout l'image de l'espace public, qui est ma spécialité, qui a totalement changé du temps de Moubarak et juste après quelques jours, et qui continue à changer de jour en jour, de minute en minute. Et je vais aborder le sujet du point de vue la société. C'est ça ce qui est important. Parce que tout le monde, d'ailleurs même les gens qui sont descendus au 25 janvier, croyaient par faute que
Le problème, c'était juste de changer les têtes d'une grande pyramide. Donc, changer Moubarak, changer la tête, ça ne veut rien dire, malheureusement. On est devenu conscient de ça. Le vrai, vraiment, enjeu, c'est le changement de la société, le changement des jeunes, le changement d'une culture qui a été formée au long des années. Une culture d'ailleurs qui ne s'est pas formée seulement dans les 60 ans du régime militaire, mais c'est la culture du pharaon. Donc ça a pris des milliers d'années. Comment changer cette culture? C'est ça le vrai enjeu. Comment s'approprier de l'espace public? Comment inventer cet espace? Comment, au lieu de vivre dans des bulles isolées, chacun de l'autre, comment on s'incarne dans cet espace-là? Comment on l'approprie? Et cet espace-là, ça ne s'approprie pas comme ça d'un jour à une nuit, mais ça prend un grand effort. C'est vraiment un espace qu'on doit vraiment prendre par force. Donc voilà, je vais diffuser des photos pour vous montrer que cet espace public-là n'a pas été seulement le 25 janvier, mais la descente des gens dans les rues, elle continue jusqu'à ce jour-là. Donc ça continue, ça se propage partout, c'est dans les ruelles. C'est pas seulement dans la place Tahrir. Donc, si vous trouvez que la place Tahrir, il n'y a pas de nouvelles diffusées sur la télé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment des gens qui sont actifs sur le terrain. Donc, l'espace change, l'espace se modifie, et c'est surtout par des jeunes. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je fais comme ça. Attendez. On va avoir besoin de l'aide d'un technicien, s'il vous plaît, pour les photos. Donc pour commencer, pour ne pas perdre du temps, parce que je n'ai que 15 minutes, je vais faire une comparaison comment les jeunes qui forment une grande partie de presque la majorité de la population égyptienne, comment ils ont été au long des années, malheureusement, marginalisés, isolés, et comment on a pu, à travers les médias, diffuser une image dans le cinéma égyptien d'une jeunesse qui est trop égoïste, qui ne pense à rien, qui ne valent rien, une jeunesse qui n'a juste que aller au match de foot, participer juste, je ne sais pas, taquiner une fille dans la rue, sans motif dans la rue, sans appropriation dans la rue. Donc ces jeunes-là se sentaient malheureusement comme des gens marginalisés dans leur espace. C'est leur espace puisque c'est eux le futur de l'Égypte. Donc c'est ça la société égyptienne. Donc l'espace public de plus en plus a été asphyxié, peut-être sans que le régime le sache, à cause d'une augmentation de la population. Donc vous voyez, c'est un espace public très asphyxié par, on est 80 millions d'habitants, avec la ville de Caire, 20 millions d'habitants seulement. Donc c'est un espace déjà très petit. Donc c'est où vous avez pris comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer que cet espace-là,
a été de même de plus en plus rétrécie à cause de la présence de barrières, donc de barrières physiques ainsi que des barrières, des barrières aussi psychologiques, puisque la liberté d'expression, elle n'était pas à cause de la loi d'urgence. Donc 6 personnes ou 10 personnes qui se rassemblaient dans la rue, c'était déjà une question. La police pouvait venir les arrêter pour leur demander pourquoi vous êtes 10 là dans la rue. Donc, un espace de plus en plus, je vais vous montrer, ça c'est la rue de Mohamed Mahmoud, que j'avais tiré d'un film. Vous voyez, c'est pendant les fins d'années 70. Et la rue de Mohamed Mahmoud, maintenant, après la Révolution, vous allez trouver des barrières. La rue a changé, les murs ont grandi. Donc, de plus en plus, les Égyptiens pensaient que ce n'était pas leur espace. C'est bien sûr, comme vous voyez, c'est un espace contrôlé. Voilà. De la présence excessive de la police. Donc, c'était partout des murs. Vous avez toujours des barrières physiques autour des universités, des trottoirs, ce qui accentuait vraiment les sentiments d'isolation, de marginalisation et d'expulsion, créant un espace public qui est plus rétréci, plus étouffé. Et de même, après surtout la privatisation, ceci a accentué. Donc regardez l'espace, il n'y a pas de trottoir. Pour juste traverser la rue, on n'a qu'à juste monter. Vous avez des barrières partout dans cet espace-là. Et ceci est accentué aussi par, comme je vous l'avais dit, de l'absence totale de la liberté d'expression. Donc au jour du 25 janvier, les barrières ont été franchies. Vous voyez des barrières de policiers, donc des barrières physiques, des barrières partout. Et les jeunes ont pu, en le payant cher d'ailleurs, de casser les barrières et de casser pas seulement les barrières physiques, mais les barrières aussi psychologiques. Donc il n'y a plus de peur, plus de sentiment d'isolation, c'est leur espace. Pour la première fois, ils se sentent que c'est leur espace, ils le prennent par force. Donc vous voyez les chars et tout. C'est pour cela que quand on voyait des jeunes pour la première fois dormir comme ça par terre, on s'étonnait. Pourquoi ils dorment comme ça? Et c'est parce que enfin ils se sont sentis dans leur maison. Voilà. Donc mon mari avait assisté dès les premiers jours. Il m'a dit que j'ai rencontré un jeune qui m'avait dit si je suis tué maintenant, je serai content. Voilà, parce que je sens que c'est enfin mon pays. Voilà, donc si je meurs dans mon pays, c'est pas grave. Donc d'ailleurs, je ne paierai rien, parce que j'ai pas de futur, j'ai rien. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez en haut, mon adresse, c'est la place Tahrir. Donc, quand on s'exprime, la communauté se crée. Donc la liberté d'expression, c'est pas seulement, elle vous donne aussi la possibilité de parler aux autres, de comprendre les autres. Donc de s'ouvrir aux autres. Au lieu de vivre dans des bulles, chacun isolé l'un de l'autre, vous communiquez. Alors on se rend compte que tous on a les mêmes problèmes, tous on est pareil. Donc c'est ça la communauté, c'est comme ça que se crée la solidarité. Parce que malheureusement, la télé et les médias, elles accentuent les différences pour avoir plus de pubs. C'est plus intéressant de voir comment les gens vivent. Pourtant, les gens sont tous pareils. C'est ça. Donc, vous voyez, des gens qui se sont rencontrés pour la première fois sont devenus des amis de Tahrir. On mangeait ensemble, voilà. Donc, c'est par là, par l'appropriation de l'espace public, que la citoyenneté commence à se créer. Donc, c'est beaucoup plus profond. C'est ça ce que je pense qui a été vraiment réalisé par la Révolution. C'est pas le changement de tête, non, mais c'est la création, comme je vous le dis, d'une nouvelle société. Une société rebelle, une culture qui est tout à fait différente de la culture des anciennes générations, des pères, des mères, des vieux. Voilà. Donc voilà, des jeunes prêts à tout, qui sont très dynamiques d'ailleurs. Donc ils n'ont pas peur de franchir les barrières, de même les casser, de dessiner là-dessus.
Donc chaque fois, vous voyez qu'il y a des barrières qui se forment. Avant, c'est la même rue. Donc avant, c'était juste une petite barrière. Après, c'est une barrière en béton. Après, on la jette puisqu'on trouve que ça ne sert à rien. On fait une barrière en métal, en fer. Voilà. Donc les jeunes, ils ont dessiné pour voir que ces murs-là, ils peuvent pénétrer dessus. Donc ils peuvent pénétrer à profond. Il n'y a pas de problème. Ils ne sentent pas qu'il y a des murs, puisqu'ils ils peuvent les franchir. Donc eux-mêmes, c'est au mois de novembre 2013, ont pris la rue de Mohamed Mahmoud, en mettant leur propre barrière, en disant c'est interdit aux feloul, ou l'ancien régime, interdit aux frères et interdit de franchir aux askar ou aux soldats de l'ancien régime. C'est eux qui disent c'est notre espace, c'est à vous, c'est interdit à vous, tel. Donc voilà, et c'est grâce à la pression de la rue qu'il y a eu des élections pour un président élu. Donc donc après le 25 janvier, c'est pas venu le président Morsi, c'était pas garanti. Donc il a fallu que les gens descendent encore et soient encore massacrés pour qu'il y ait des élections. Donc voilà, l'important c'est, on vous dit, plus de l'état d'oppression, la rue est la nôtre. Donc vous voyez le problème des jeunes qui sentent vraiment, qui sont, même après la révolution malheureusement, ils font pas partie du gouvernement, ils font pas partie de parlement. Alors il y a écrit des cheveux blancs sur les chaises du pouvoir et des cheveux noirs dans les tombes, et quand les barbes ont poussé, alors les aigles, comment dire, puisque les soldats ils ont des aigles sur les épaules, ont vécu dans les barbes, ont fait leur niche dans ces barbes-là. Donc voilà, si vous avez des martyrs, mais c'est un peuple plein de jeunes qui continuent. Donc s'ils tuent des milliers, il y a des millions. Donc c'est toujours le peuple qui gagne. Donc vous voyez, il y a eu des différentes manières, des différentes façons d'approprier l'espace à travers la musique, à travers l'art, ce qui continue d'ailleurs toujours. Vous voyez, c'est très intéressant parce que l'espace public, ça commence, il y a des scènes qui descendent dans la rue, un petit garçon qui est en train de voir, c'est très nouveau, c'était pas ça pendant juste 3 ans, c'était pas comme ça. Et il faut faire attention parce que les jeunes qui sont à la maison, on leur dit attention, dans la télévision et les médias, il y a du poison meurtrier, le brainwashing TV, semant l'angoisse et la peur de l'autre, provoquant la haine due aux différences des opinions. Donc on vous fait savoir, et c'est pour cela qu'on diffuse, on fait quelque chose de très intéressant, on apporte juste, un tissu blanc, et on diffuse dans l'espace public, dans les ruelles, pour montrer aux gens que ce qui est diffusé dans le média, c'est juste du mensonge. Donc c'est un mouvement qui s'appelle Kadhiboun, les menteurs. Donc on diffuse et on vous montre. Donc le peuple est en train de voir. Ceux qui n'ont pas, surtout la classe populaire qui n'a pas accès à Facebook, à YouTube. Donc on descend dans la rue pour leur montrer. Donc toujours autour de la contrôle du rue, il y a une contre-révolution qui a essayé d'utiliser tous les outils pour limiter l'accessibilité et l'appropriation de l'espace public, y compris l'harcèlement, aux femmes, pour les empêcher de descendre. Alors on envoie des baltaguis, toucher les femmes et les menaçant pour qu'elles ne descendent plus. Donc, comme vous voyez, il y a aussi de la violence, bien sûr, qui continue. Ça, c'est des photos diffusées de l'espace public maintenant. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un espace, comme je vous l'avais dit, qui change chaque minute. Vous voyez sur le mur, c'est un mur qui a été repeint plusieurs fois.
Ça, c'est très intéressant parce que j'ai pris ces photos-là au mois d'octobre 2012 et le mois de mai 2013. Vous voyez que ça a changé. Donc, même les chauffeurs du transport en commun, ils descendent dans la rue pour dire on n'accepte pas ce qui se passe, on a besoin de plus d'argent et tout ça. Il y a aussi bien sûr de la jeunesse encore plus violente parce que elle vous dit c'est pas possible de passer une révolution comme ça pacifiquement. On est toujours shooté, on meurt, donc c'est pas juste. On doit se défendre. Alors voilà. Ils brûlent tout ce qu'ils peuvent trouver symbolique de l'ancien régime. Donc on s'est trouvé devant un parlement, vous voyez des gens, c'est pas des Égyptiens, c'est la tenue de comme on était, je ne sais pas, à vous de voir. Donc je vous ai diffusé la photo des jeunes qui étaient dans la rue et je vous diffuse la photo des personnes qui sont au parlement. Est-ce qu'ils représentent le peuple égyptien? Je ne sais pas, je pense pas. Donc voilà, les jeunes, ils descendent dans la rue. Ça, c'est une photo qui a été prise le 16 février 2012 pour montrer aux gens qu'ils ont aussi le droit à un logement humain. Ça, c'est des personnes qui vivent dans un quartier un peu populaire qui s'appelle El Matariya, à côté d'une usine qui s'appelle Agrium et qui est bien sûr qui peut nuire à l'environnement. Donc ce qu'ils peuvent faire, c'est descendre dans la rue. Donc comme je vous l'avais dit, ils sont devenus activistes sans le savoir, sans même savoir ce que veut dire le mot activiste. Ils sont descendus pour dire non, on défend nos maisons, nos enfants. Voilà, des femmes qui descendent avec leurs enfants pour juste défendre leur maison. Donc, comme je vous le dis, c'est la société d'en bas, à profondeur, qui a changé, qui commence à changer. Voilà, donc je diffuse aussi des photos de comment l'espace public, les gens prennent les initiatives pour améliorer leur espace eux-mêmes. Voilà, c'est des autres jeunes qui colorent les murs pour montrer la corruption. Donc voilà, c'est une photo en haut pour montrer que c'est un espace public qui est indigne, qui est tout à fait négligé et qui peut... les gens s'habituent. Hein. Donc ils vous colorent l'espace pour vous montrer que, pour attirer l'œil, faites attention. C'est pas un espace... voilà, vous voyez. Donc ça, c'est des photos de mes amis, donc qui n'ont jamais été diffusées dans des journaux, mais voilà, c'est des vraies photos. Et même, il y a eu des élections dans mon département. J'ai été très, très fière. C'est pour cela que j'avais un très grand sourire. Parce que pour la première fois, depuis, ça fait 22 ans que je suis au Centre national de recherche, on n'avait pas la possibilité de choisir notre président, notre directeur de laboratoire. Alors, pour la première fois, on vote pour choisir notre directeur. Voilà les femmes... Et aussi, comment même le corps des enseignants, comment les jeunes aussi, c'est eux qui disent, voilà, il y a une grève sous l'ordre des étudiants. C'est les étudiants des universités qui ont décidé qu'il n'y aura pas classe. Voilà. Donc, on vous dit que la révolution, c'est une idée. Et vous ne pouvez jamais tuer les idées. C'est une idée, c'est une société, vous ne pouvez jamais la tuer. C'est quelque chose déjà, une graine qui a été semée et qui grandira. Mais elle attend de la patience. C'est tout. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Yves Moisseron, qui est donc économiste, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek, et qui va nous parler de la situation économique actuellement en Égypte. Bien, merci. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Oui. Alors,
vous avez un panel de gens qui sont un peu diversifiés ici, et donc on a choisi d'aborder chacun des aspects parce que, évidemment, se poser la question transition, révolution, restauration nécessite de faire appel à une multitude de points de vue. Et surtout, l'idée, c'est peut-être d'interpréter ce qui se passe aujourd'hui, les perspectives qui s'offrent, qui s'ouvrent, je ne sais pas, dans le futur égyptien, à partir d'un certain nombre de points. Alors, je vais me livrer à un exercice un peu difficile parce que je vais mettre l'accent sur la dimension économique de ce qui se passe, comment analyser les choses, en vous donnant quelques éléments. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'économie sur l'Égypte, mais essayez simplement de comprendre du point de vue économique comment on peut interpréter les choses. Est-ce qu'il y a effectivement une transition, un changement de système, et est-ce que les défis qui sont ceux de l'Égypte aujourd'hui sont susceptibles d'être relevés ou non? Donc ça, c'est important, en ayant bien à l'esprit que l'économie n'explique pas tout, et qu'il s'agit bien évidemment de transformations globales qu'il faut aborder sous l'angle des mobilisations politiques, de l'appropriation de l'espace public comme on vient de le faire, mais aussi des équilibres politiques en cours. Donc ne voyez pas dans les éléments que je vais vous donner une espèce d'interprétation économiste ou économiciste, enfin qui réduit en tout cas la réalité. Ce qu'il faut pour répondre à cette question et essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, il faut évidemment remettre un peu en perspective la situation de l'économie égyptienne. Alors il y a à la fois une situation de crise structurelle, c'est-à-dire une crise qui dure depuis des années, où l'état pour utiliser un jargon un peu savant, l'état du régime de croissance ou de régime d'accumulation ou de système économique reste désespérément scotché ou identique à lui-même, malgré toute une série de réformes qui ont eu lieu à partir du gouvernement Nazif en 2004 en particulier. Ces problèmes économiques, pour résumer très vite, c'est le fait que c'est un pays, un système économique qui est essentiellement un système rentier qui repose sur des recettes extérieures qui tombent un peu du ciel et qui représentent une part non négligeable de la richesse nationale. Ces recettes, vous le savez, ce sont le pétrole, le canal de Suez qui rapporte des recettes, les travailleurs égyptiens à l'étranger qui rapatrient une partie de leurs revenus. C'est également l'aide américaine et évidemment le tourisme. Ces 5 rentes constituent de 15 à 20% de la richesse nationale, et il se trouve que dans toute la période 2000, il y a eu une espèce d'embellie parce que l'ensemble de ces recettes extérieures ont beaucoup augmenté, et ça coïncidait avec des réformes plutôt libérales mises en place par le gouvernement égyptien qui ont laissé entendre finalement qu'on changeait effectivement de régime de croissance ou de système économique, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, la situation est assez simple, si on peut dire. Les marges de manœuvre de l'État égyptien pour agir sur l'ensemble de l'économie sont extrêmement faibles, tout simplement parce que le budget de l'État est mobilisé sur un certain nombre de postes fixes, et en particulier les salaires des fonctionnaires, les subventions à l'essence, à des produits de base comme le pain, comme l'huile, le sucre, des choses comme ça, qui représentent une proportion importante, voire très importante, du budget de l'État. Donc, pas de possibilité d'action, d'instruments d'orientation sur l'économie, et en même temps, un système économique qui ne produit pas d'innovation technologique, qui ne s'intègre pas de ce point de vue-là de façon optimale dans l'ensemble dans le monde globalisé, alors même que les réformes économiques tendent à ouvrir le pays à ces
à ces dimensions, et d'où persistance de problèmes cruciaux. Le premier problème, le plus important, qui est en partie explicatif des révolutions, c'est évidemment le fait qu'une multitude de jeunes et de jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi, se heurtent à une espèce de mur pour trouver des emplois, même s'ils sont qualifiés, même s'ils ont des maîtrises, etc. Ils en sont réduits soit au chômage, soit au travail dans le secteur informel, soit à des emplois sous-qualifiés qui ne leur offrent pas de perspective. En plus de ça, une pauvreté alarmante pour l'ensemble de la population, la moitié de la population vivant avec moins de $2 par jour, c'est-à-dire à des limites qui relèvent de la survie et qui mettent la population dans un état de vulnérabilité extrêmement forte si des chocs macroéconomiques ou si des éléments extérieurs contribuent à perturber légèrement cet équilibre. Et au fond, c'est exactement ce qui s'est passé en 2008, suite à la crise financière internationale, mais aussi suite à la montée très forte des biens d'importation, des biens des matières premières. Eh bien, l'équilibre fragile qui était obtenu a été rompu. Et on a assisté à la fois à une multiplication des conflits sociaux, nombre de grèves qu'on n'a peut-être pas vu ou très bien analysé, mais enfin, dans toutes les régions industrielles en déshérence, se sont multipliées les grèves, les manifestations, les protestations, et aussi l'ensemble de la population qui a souffert. Et vous voyez que des mouvements de contestation politique comme Kifaya, des mouvements qui mobilisaient un certain nombre d'intellectuels pour justement remettre en cause le régime de Moubarak, mais qui ne mobilisait pas énormément de population. On assistait surtout à des manifestations traditionnellement sous l'ère Moubarak où le nombre de manifestants était largement inférieur au nombre de policiers qui encadraient ces manifestants. D'un seul coup, à cause des problèmes économiques accumulés, à cause de la misère, à cause aussi évidemment de l'influence tunisienne, de ce qui se passait en Tunisie, s'est joint à ces manifestants qui étaient en nombre limité, des masses entières, et c'est ça qui a expliqué le changement de régime. Il faut dire aussi que la période de gouvernement islamiste, Morsi, n'a pas du tout traité des questions économiques et des problèmes qui se posaient à l'Égypte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, même pas le début d'une mise en place de réformes qui étaient de nature ou qui auraient été de nature à changer la donne. On a eu une espèce de répartition des pouvoirs entre deux forces politiques et économiques en même temps. Il ne faut jamais oublier que l'armée en Égypte détient une grande partie de la richesse nationale, avec des industries qui n'ont absolument rien à voir avec l'armement. Ils maîtrisent une partie des secteurs agroalimentaires, une partie de la petite mécanique, beaucoup d'intérêt dans l'immobilier, etc. Autant d'activités qui, vous le comprenez tout de suite, n'ont pas grand-chose à voir avec l'activité habituelle d'une force armée dont la fonction est essentiellement de défendre les frontières extérieures. Face à cette force politique et à cette force économique qui a donc des privilèges, qui a préservé un certain nombre de privilèges et de prérogatives de nature économique, ça se traduit par des salaires, ça se traduit par des possibilités d'aller éduquer ses enfants, de partir en vacances, de se soigner dans des conditions correctes, dans un pays où toutes ces dimensions sont pas la règle pour tout le monde. Face à ces privilèges, les islamistes, les frères musulmans, représentaient une autre forme de bourgeoisie qui s'est enrichie plutôt sur le développement du secteur informel, des petites entreprises, qui s'est enrichie aussi sur un capital ou une accumulation, comme on dit parfois, acquise dans des séjours dans le Golfe. Et donc ce à quoi nous avons assisté en Égypte, ce n'est pas seulement l'affrontement en termes politiques de deux idéologies ou de deux forces politiques, c'est aussi deux forces économiques avec des projets de société, avec des intérêts
à défendre. Donc il ne faut pas oublier cette question. Alors maintenant, si on essaye de comprendre la situation aujourd'hui, si on essaye de répondre à cette question qui a été posée, est-ce qu'il s'agit d'une transition ? Eh bien, les perspectives sont plutôt sombres parce que ce qui constitue le cœur de l'organisation économique en Égypte aujourd'hui, avec ce retour au pouvoir de l'armée, ne se tourne absolument pas vers une espèce de changement de modèle. On a plutôt le sentiment que de vieilles recettes sont appliquées, presque de vieilles recettes antérieures au gouvernement nazif de 2004, avec un retour de l'État tout-puissant qui lance des grands travaux, qui a une politique de relance quasiment keynésienne, c'est-à-dire de dépenses publiques importantes, de travaux, de routes, de ponts, etc. Donc avec l'idée que l'armée peut justement prendre en charge les aspects économiques, mais sous la forme d'une espèce de mobilisation d'économie de commandement, presque d'économie de guerre, pour éventuellement ouvrir des emplois, etc. Mais on voit tout de suite que les capacités de l'État, précisément comme je l'ai dit tout à l'heure, pour agir dans ce sens-là, sont extrêmement limitées. Donc, au fond, très rapidement, tous les voyants, le déficit public, se sont mis au rouge et aujourd'hui s'ajoute à cela le fait que ces rentes traditionnelles que j'ai citées tout à l'heure ont largement baissé. En 2013, il y a eu 40% de recettes touristiques en moins, et donc c'est des éléments importants qui sont compensés de manière tout à fait exceptionnelle et conjoncturelle par l'aide qu'a apporté le Qatar et l'Arabie Saoudite, 16 milliards de dollars, c'est des sommes absolument considérables, qui permettent à l'Égypte aujourd'hui de se maintenir à flot, mais il est clair que le Qatar et l'Arabie Saoudite ne vont pas ad vitam aeternam fournir 15 milliards ou même 10 milliards de dollars par an à cet État. Donc on a encore une fois une dégradation de la situation économique, une inflation assez forte, le chômage qui est toujours là, une reprise des mobilisations de nature économique, donc des grèves, des revendications pour avoir un salaire minimum, etc. Et au fond, toutes les questions économiques qui étaient posées pendant l'ère Moubarak sont absolument posées de la même façon, sans qu'il y ait de perspective claire aujourd'hui. Et donc, si on fait cette analyse, on voit bien qu'il y a une espèce de tour de vis autoritaire extrêmement forte qui tend à faire taire les mobilisations, évidemment islamistes, mais aussi les mobilisations qui sont héritées de la Révolution, alors même que, comme on vient de le montrer, le germe est planté. Le temps a changé, c'est-à-dire que très clairement, il s'est passé quelque chose dans la société égyptienne sur lequel on peut peut-être, de manière temporaire, mettre un couvercle en serrant à fond la cocotte minute, mais il est clair que tant sur les aspects de la mobilisation et des revendications politiques que sur les conditions économiques qui peuvent à nouveau faire basculer un régime, eh bien, les conditions sont toujours là. Alors, simplement pour conclure, puisque la question a été posée, je crois qu'il n'y a ni restauration, ni transition, ni révolution. Il y a une affreuse stagnation qui, malheureusement, augure du pire pour les années à venir. Merci Jean-Yves Moisseron. Thierry Rambaud, qui est à ses côtés, est un constitutionnaliste et je lui cède la parole pour une analyse donc, de la constitution égyptienne qui a été adoptée par référendum au début de l'année. Merci beaucoup et je vais donc aborder ici le sujet de ce soir sous un angle qui est celui du droit constitutionnel, c'est-à-dire de l'ensemble des règles qui vont déterminer le jeu institutionnel et politique. Alors,
moi, je voudrais tout d'abord partir d'un constat. Et ce constat, c'est que le texte constitutionnel qui a été adopté par le référendum qui s'est déroulé en 2014, les 14 et 15 janvier 2014, ce texte constitutionnel, sur le papier, mais qui est devenu la nouvelle constitution de la République égyptienne, n'est pas un mauvais texte constitutionnel. C'est mon point de départ. Ce n'est pas un mauvais texte constitutionnel, mais bien évidemment, une telle reconnaissance implique une mise en perspective, et c'est à celle-ci que je vais maintenant procéder en distinguant 3 points que je voudrais aborder en quelques minutes pour essayer de vous donner un petit peu la manière dont peut-être il est possible d'appréhender ce texte. Premier élément, premier repère, je crois que il y a eu un point tout à fait positif qui a été celui de l'adoption du texte constitutionnel avant que ne se déroulent les élections présidentielles et les élections législatives. C'est exactement l'inverse de ce qui s'était produit en 2012, où on avait d'abord eu l'élection présidentielle, puis l'élection législative, et enfin l'adoption d'une constitution. Disons les choses clairement, la constitution, c'est pour fixer les règles du jeu. C'est pour fixer les règles du jeu, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel que le peuple se prononçât sur ces règles du jeu. Et en l'espèce, la Constitution qui a été soumise à référendum l'a été dans des très larges proportions, même si je conviens bien volontiers avec vous que le taux d'abstention est resté élevé et un taux de participation donc en contrepartie assez faible, qui n'a pas atteint les 40%. Mais il faut dire la chose, c'est que les règles institutionnelles sont fixées, et donc ce qui se déroule maintenant, le jeu institutionnel, l'adoption des textes qui commencent à mettre en jeu, en mouvement ces règles institutionnelles, l'ont été dans un cadre adopté par une approbation populaire. Alors vous allez me dire, en soulevant une objection très légitime, oui, mais le président Morsi, il avait bien été élu par le peuple, et voici que quelques mois après, la pression de la rue a conduit l'armée à intervenir et a obligé le président Morsi à quitter le pouvoir. Et évidemment, vous aurez raison. Donc, on est quand même, lorsque l'on s'intéresse au droit constitutionnel, à la science politique, on est quand même évidemment à s'interroger ici sur la signification de l'élection et sur les processus de légitimité qui peuvent en résulter. Mais c'est un débat qui soulève des questions très profondes dont on pourra parler, si vous le souhaitez, dans le débat tout à l'heure. Mais pour le moment, je souhaitais simplement faire cette première précision. On a des règles du jeu et maintenant on a des élections qui interviennent dans ce cadre-là. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que tous ceux d'entre vous qui ont fait les études de droit et de droit constitutionnel notamment savent bien qu'il y a le texte et l'application d'un texte. Un texte, c'est un cadre au sein duquel les forces politiques vont se mouvoir. Mais ce n'est qu'un cadre. Et je voudrais ici évidemment me remémorer des paroles fortes qu'avait dites le grand constitutionnaliste Georges Vedel lorsqu'il incitait toujours ses étudiants à faire preuve de beaucoup de prudence, que ce soit dans ses cours que malheureusement je n'ai pas pu suivre, mais en tout cas dans ses manuels de droit constitutionnel, lorsqu'il invitait toujours à s'interroger sur ce qu'il appelait les conventions constitutionnelles permettant la réalisation de ce texte constitutionnel. Or, si je prends un exemple simple, le pouvoir judiciaire, si vous lisez le texte constitutionnel de 2014 sur le pouvoir judiciaire, vous en sortirez extrêmement conforté dans l'affirmation selon laquelle l'Égypte est une grande démocratie, l'Égypte garantit pleinement ce que l'on appelle en anglais « the rule of law », c'est-à-dire la primauté du droit. Les dispositions de la Constitution égyptienne en faveur de l'indépendance et de l'autorité judiciaire sont des dispositions incontestables. Et on a une succession de dispositions à l'intérieur du chapitre 4 sur l'état de droit qui vont toutes dans le même sens. Mais bien évidemment, tous ceux qui ont été en Égypte ou qui s'intéressent à la vie politique et institutionnelle en Égypte savent bien que la question des juges, la question du pouvoir judiciaire est une question problématique en Égypte. Il y a des difficultés quant à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cela signifie qu'il y a des difficultés quant aux relations entre le pouvoir politique et le monde judiciaire, qu'il y a des pressions politiques sur les nominations des juges. Il y a également une interrogation fondamentale sur l'exécution des décisions de justice,
Une grande part des décisions, notamment celles qui sont un peu sensibles en matière judiciaire, ne sont pas exécutées et donc ne trouvent pas d'effet pour le peuple et les citoyens égyptiens. Et il y a des problèmes qui touchent aussi aux moyens ou encore à la féminisation de l'appareil judiciaire égyptien, dont la nouvelle constitution a fait une priorité. Mais pour le moment, dans les nominations aux postes clés de l'appareil judiciaire égyptien, on reste dans un schéma qui est un schéma extrêmement traditionnel, un schéma extrêmement conservateur au sens où les choses ont pu être dites déjà précédemment. Donc l'application, évidemment, est essentielle. Donc la lecture du texte ne suffit pas à elle-même. Et le troisième point que je voudrais évoquer en guise de cette introduction, c'est qu'il y a, lorsqu'on s'intéresse aujourd'hui au constitutionnalisme comparé, une réflexion profonde qui est celle de l'articulation entre ce que j'appellerais le constitutionnalisme global, d'une part, et d'autre part, la voie constitutionnelle nationale. Aujourd'hui, un État qui se dote d'une constitution, s'il veut être respecté dans la société internationale, au sein de la communauté internationale, doit envoyer un certain nombre de signaux, un certain nombre de marqueurs à les États de la communauté internationale. Ça veut dire qu'il y a des passages obligés. Ça veut dire qu'une constitution qui n'a pas son chapitre ou son titre sur l'état de droit ou les libertés fondamentales ou les libertés publiques va être une constitution qui immédiatement va susciter la méfiance de l'opinion publique internationale, la méfiance des chancelleries occidentales, la méfiance des associations de protection des droits de l'homme par le monde. Donc évidemment, il y a, ne nous dissimulons pas les choses, dans ce texte, et en tant que tel, ce n'est évidemment pas une mauvaise chose en tant que telle, il y a bien évidemment dans le texte des garanties en faveur de cet état de droit, de cette garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques. Et on a véritablement l'impression qu'il y a eu, au sein du comité des 50 experts qui a élaboré ce texte constitutionnel, une volonté très claire de dire « mais regardez, l'Égypte fait bien partie des nouveaux États démocratiques, regardez tous les signaux que l'on donne à la communauté internationale, regardez tous les signaux qu'on envoie au reste du monde. » Et cela figure dans le texte de la Constitution égyptienne. Ne faisons pas sur ce plan-là aux constituants égyptiens le reproche d'avoir voulu freiner la marche vers l'état de droit, la marche vers la garantie des libertés. À cet égard, la constitution égyptienne rappelle la constitution marocaine de 2011 ou la constitution tunisienne de 2014. Il est quand même intéressant de voir que se dessine un nouveau constitutionnalisme arabe, un néo-constitutionnalisme arabe, dans ces trois grands États que sont le Maroc, l'Égypte et la Tunisie, qui affirment très clairement quand même un certain nombre de positions sur la reconnaissance de l'État de droit et sur des avancées. Et puis, à côté de ce constitutionnalisme global, il y a ce que j'appelle la voie constitutionnelle nationale égyptienne. Si je peux me permettre de vous recommander une lecture dans les heures à venir ou dans les jours à venir, c'est de lire le préambule du texte de la Constitution égyptienne. Mes collègues de ce soir me pardonneront, je l'espère, de faire juste une petite publicité sur un ouvrage collectif que nous avons sorti sur l'évolution constitutionnelle égyptienne, sur la nouvelle constitution de 2014, avec quelques collègues, où on a traduit ce préambule de la constitution égyptienne. Et vous le trouvez sur Internet, évidemment, dans sa version anglaise, sans difficulté. Sur la version française, peut-être pas, mais en tout cas en anglais, vous la trouverez sur Internet sans difficulté. Et vous verrez que dans ce préambule, on a une exaltation de l'excellence égyptienne, de la voie nationale spécifique égyptienne, des pharaons jusqu'aux conquêtes de la seconde moitié du XXe siècle. La figure de Nasser, la figure de Sadat. On a une volonté de restituer tout ce qui a été la grande et incontestable histoire égyptienne. Et donc il faut voir dans ce texte constitutionnel aussi ce qui relève de la voie spécifique égyptienne. Et là où je veux en venir, c'est que bien évidemment quand on parle de cette voie constitutionnelle égyptienne, mon collègue et ami Jean-Yves vous en parlait il y a un instant, évidemment on retrouve l'armée. Évidemment on retrouve l'armée qui occupe une grande place dans le texte constitutionnel. Et on le voit quand on
surveille l'évolution de ces derniers jours, on voit que ça va être un sujet majeur. Si cette place constitutionnelle de l'armée signifie fidélité à une tradition et facteur d'équilibre pour la nation égyptienne, dans ce cas-là, toute personne, excusez-moi pour la reconstruction de ma phrase, mais toute personne qui a été en Égypte et qui a parlé avec des Égyptiens peut voir quand même la confiance de beaucoup de citoyens égyptiens dans l'armée comme institution nationale. Or ici, on assiste quand même à un risque qu'il revient d'identifier, qui est celui que un des chefs principaux de cette armée, le maréchal El-Sisi, quitte cette position de tiers impartial, de figure protectrice de la nation égyptienne qui était celle de l'armée, pour entrer dans le jeu électoral, pour entrer dans le jeu politique. Donc, si l'armée reste comme un facteur d'équilibre et de stabilité non politique, alors, évidemment, il y a une tradition égyptienne qu'il ne s'agit pas de nier en la matière. Mais s'il y a davantage une politisation, et on en a des indices, et si on a davantage une implication de cette institution militaire pour provoquer un certain nombre de déséquilibres dans le jeu politique et institutionnel, alors là, les choses deviennent évidemment beaucoup plus problématiques. Donc je crois que cette articulation entre le constitutionnalisme global et la voie nationale égyptienne doit être une des pistes de réflexion que l'on peut avoir à propos de ce texte. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur Rambaud. Je passe la parole à Patricia Lalonde, qui est donc chercheuse à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et qui va nous parler des droits des femmes en Égypte. Merci. Je vais vous parler des droits des femmes en Égypte brièvement. Je voudrais d'abord faire un parallèle avec, remettre ça dans le contexte du printemps arabe, et tout particulièrement après la révolution en Tunisie. Vous savez, les révolutions ont commencé en Tunisie, ensuite en Égypte, après ça s'est propagé à la Libye, au Yémen. Et je pense que de faire un parallèle entre la Tunisie et l'Égypte en ce qui concerne le droit des femmes, c'est important. Je connais bien la Tunisie, j'y ai beaucoup été, et j'ai été récemment en Égypte, donc je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti. Ce qui s'est passé en Tunisie quand les islamistes sont arrivés, on peut faire le parallèle, les islamistes sont arrivés au pouvoir, Ennahda est arrivé au pouvoir après la révolution tunisienne, et les islamistes, les frères musulmans sont arrivés au pouvoir après la révolution en Égypte, une fois que Moubarak était parti. Donc c'est un parallèle qu'on peut faire. Et je peux vous dire que sur les droits des femmes, je retournais régulièrement en Tunisie. Il y a eu une espèce de panique dans la société civile chez les femmes en Tunisie, qui était une société civile très forte. Les femmes avaient énormément de droits depuis la constitution de Bourguiba, depuis toujours. Et franchement, 3 mois, s'il y a eu un engouement terrible pendant la révolution, parce que j'étais là aussi avant les élections en Tunisie, il y a eu une déception terrible, je dirais, très rapidement, 3 mois après. Alors autant sur le plan économique, en Tunisie, évidemment, et surtout sur le plan du droit des femmes. Et les activistes et les avocates tunisiennes se sont bagarrés comme vraiment énormément sur la Constitution avec l'Assemblée constituante pour essayer d'empêcher les gens d'Ennahda, enfin les islamistes, de retirer les garanties des droits des femmes. Alors je fais cette comparaison avec l'Égypte parce que je crois que l'Égypte a été classifiée en 2000 par un rapport de la fondation Thomson Reuters en novembre 2013, donc quand Morsi était au pouvoir, a été considérée comme le pays où les femmes étaient le plus maltraitées dans le monde. Et l'Égypte arrivait après la Somalie, après le Yémen, et même après l'Arabie Saoudite. Alors, si vous voulez, c'était absolument invraisemblable d'entendre ça, parce qu'on pensait qu'à l'époque de Moubarak était un dictateur, mais qu'au moins les femmes avaient certains droits, enfin dans une certaine société, avaient certains droits, et ça a été complètement. Ce rapport a fait beaucoup de bruit. Il y a pas mal d'ONG égyptiennes qui ont contesté ce rapport, et qui avait quand même été fait par 336 expertes, donc c'était pas fait à la légère, si je puis dire.
Et donc ce rapport a été complètement remis en cause. Et partant du principe que, évidemment, s'il y avait énormément de viols en Égypte, les femmes en Arabie Saoudite étaient cloîtrées chez elles, ne pouvaient pas sortir, n'avaient pas le droit de conduire, donc elles ont commencé à faire des comparaisons. Et voilà. Et donc je pense que il faut faire très attention. Et comme a dit Thierry Rambaud, la nouvelle constitution qui a été votée massivement par référendum récemment est très claire, en tout cas sur le droit des femmes, et ça va remettre les pendules à l'heure. Et je pense que ça va permettre à l'Égypte de refaire un nouveau démarrage, je pense, dans cette période de transition, en tout cas en ce qui concerne le droit des femmes. Je crois que c'est un des pays où l'excision a été interdite à une époque, mais quand Morsi a été au pouvoir, ils ont fait une campagne pour essayer de remettre l'excision presque obligatoire. Et je crois que tout ça a été retiré maintenant dans la nouvelle constitution. Et les femmes sont vraiment légales entre l'homme. Il y a vraiment égalité entre l'homme et la femme. Alors qu'à l'époque de la constitution la constitution sous Morsi, les femmes étaient libellées comme sœurs ou partenaires de l'homme, ce qui n'a évidemment rien à voir. Donc voilà, je pense que c'est un bon début. Le président par intérim, j'ai cru savoir par quelqu'un qui l'a rencontré, et ils sont très 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 décidés à lutter en tout cas contre les mariages forcés et contre les mariages précoces. Mais le gros problème en Égypte actuellement pour les femmes, et je crois que personne ne pourra contredire ça, c'est l'éducation. Je crois qu'il y a un gros effort à faire dans l'éducation, et je pense que moi je suis personnellement sur le droit des femmes, par rapport à ça, je pense que l'Égypte est peut-être une chance d'améliorer les choses en matière de droits des femmes. Et je souhaite. Et ce que je voulais vous dire, ce qui était très important aussi, c'est que ce qui s'est passé en Égypte récemment avec ces Morsi, quand même, a été renversé par des émeutes par la population égyptienne qui ne voulait plus de Morsi parce qu'ils ont compris qu'il y avait un danger réel pour le pays. Et voilà, je pense que que l'Égypte a servi d'exemple à la Tunisie, puisque la fameuse constitution tunisienne dont je vous parlais, dont toutes les femmes se battaient pied à pied pour préserver leurs droits, cette constitution tunisienne, finalement, Ennahda s'est inclinée, si je puis dire, et la constitution tunisienne est une constitution tunisienne tout à fait d'avant-garde également pour les droits des femmes, et presque plus d'avant-garde, y compris de celle de Bourguiba. Donc voilà, il faut espérer que, je dirais que ce qui s'est passé en Égypte, ça a déteint sur ce qui s'est passé en Tunisie, et il faut espérer que tout ça va dans le bon sens pour les pays du printemps arabe. Je ne parle pas de la Libye, parce que ça, c'est encore un autre problème. En Libye, il y avait des femmes ministres, des femmes ministres, des femmes députées, il y avait énormément de femmes dans la vie sociale active. Bon, mais la Libye, c'était un autre problème. Elle était aux mains d'un sanguinaire dictateur. Voilà. Je vous remercie. Merci Madame Lalonde. Donc la parole est désormais à Emmanuel Dupuis, qui est président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et qui va replacer l'Égypte dans son contexte géopolitique. Merci Monsieur le Président. Si vous m'autorisez, avant cela, j'aimerais quand même, puisque malheureusement nous sommes dans un jour un petit peu particulier, où un directeur de l'Institut du monde arabe est décédé, lui rendre un juste hommage, puisque j'ai eu le plaisir et la joie de le connaître. Donc je pense que l'âme de Dominique Baudis résonne encore dans ces murs. Je pense que nous aurions dû commencer par ça. Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, je voulais faire cette digression. J'ai la lourde tâche de faire un panorama général par rapport aux trois questions qui nous sont posées. Où se situe l'Égypte dans cette échéance qui a commencé avec, comme ça a été dit, la rédaction de la Constitution en décembre 2013, puis le vote, puis la promulgation de cette dite Constitution en janvier de cette année. Et puis, comme vous le savez, nous sommes là dans un autre processus électoral, les élections présidentielles 26 et 27 mai, et ensuite les élections qui devraient advenir en octobre. Je crois qu'on a évoqué ou on a effleuré le sujet du rôle structurant de l'armée. Je crois que ce qu'il convient d'avoir à l'esprit, que si le rôle de l'armée est important en termes de cohésion sociale, dans le cadre de ce pacte social, et c'est
cette centralité de l'armée a comme parallèle, comme corollaire, la centralité d'autres institutions. Je crois qu'une des déclinaisons du processus constituant est de rappeler que l'Égypte se remémore sa centralité, son triptyque, le raïs, fût-il celui que les Égyptiens ont connu à travers des expériences militaires, mais on pourrait aussi revenir en arrière à travers la figure tutélaire de Mohamed Ali. Bref, ce triptyque sur lequel s'appuie la structuration algérienne, l'armée, le raïs et le clergé. Il y est mentionné dans la Constitution, dans le chapitre 2, le rôle, encore une fois, de garant, ou en tout cas de lieu d'expression du pacte social de l'université Al-Azhar, qui, je le rappelle, a été créé le même jour que la ville du Caire, en 1050. Je dis cela parce qu'une des conclusions à laquelle moi-même, et j'espère mes collègues, puisque nous avons eu la chance d'aller sur place constater cet élément, est ce retour à la nation. Et je crois qu'une des conséquences de toutes les évolutions constitutionnelles, révolutionnaires ou transitionnelles est de cette réappropriation de cette notion de souveraineté, double souveraineté, souveraineté populaire, mais également souveraineté nationale. Ça a été très clair dans les images que vous avez montrées. Les jeunes se réapproprient les symboles qui traditionnellement sont ceux qui fédèrent la nation, c'est-à-dire le drapeau, l'hymne national et bien évidemment les symboles historiques. Donc je crois qu'il faut avoir cela en esprit, ce retour à la nation, pour comprendre le cadre géopolitique que je vais essayer de vous tracer maintenant, qui s'inscrit dans deux dimensions. Premièrement, l'Égypte transitionnée, se situe dans une évolution géopolitique qu'elle n'a pas forcément voulu, évidemment, mais dans lequel, me semble-t-il, nous constatons un changement d'alliance stratégique traditionnelle. J'y reviendrai tout de suite. Et bien évidemment, s'inscrit également dans un contexte d'affaiblissement du voisinage stratégique, c'est-à-dire son voisinage immédiat, que ce soit à sa frontière que ce soit en Libye, que ce soit à sa frontière méridionale, mais bien évidemment aussi à sa frontière avec Israël. Donc, comment anticiper ou comment comprendre le phénomène de la transition ou de cette interrogation de savoir si nous sommes dans une phase post-révolutionnaire, transitionnelle ou dans une démarche de restauration, je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que le premier changement stratégique, et il est d'importance car il a structuré la dimension sécuritaire de l'ensemble de la région, est un repositionnement américain très clair. Un repositionnement américain dont on connaît les conséquences. Premièrement, la rupture du traité bilatéral, puisque ce traité a été rompu en octobre 2013, et il y a à l'esprit qu'il y avait une sorte d'équilibre stratégique entre les États-Unis qui fournissaient pour 1,3 milliard d'euros d'investissement militaire dans un certain nombre de secteurs, notamment pour la surveillance de l'espace aérien et la surveillance des frontières, et que bien évidemment, cette dimension a son corollaire avec la relation avec Israël. Tout cela est une déclinaison des accords de Camp David de septembre 1978 qui ont donné lieu ensuite à l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Je dis cela constatant ou ayant pu constater avec mes collègues que la place des États-Unis n'est plus du tout la même avant le 25 janvier et bien évidemment avec la destitution du président Morsi, un élément caractéristique, un élément symbolique. L'ambassadrice américaine est partie sans demander son reste, Ann Peterson, puisqu'on lui reprochait d'avoir eu un rôle un petit peu exorbitant de sa fonction, pour ne pas dire ayant soutenu le régime précédent. Donc, ayant cela en tête, vient ensuite une autre dynamique, et qui est celle sur laquelle le retour de l'armée peut être légitimé ou conditionné, qui est celui de la notion du chaos constructif. C'est quelque chose que nous avons souvent entendu. Il y a une thèse selon laquelle l'Égypte, finalement, ne serait qu'une étape ou ne serait qu'un palier dans le cadre d'une stratégie plus globale qui vise à affaiblir ce qui constituait l'ossature, la nature même de la puissance d'un certain nombre de nations arabes, c'est-à-dire son armée. Et une des explications, je ne la prends pas pour mienne, je ne vous fais que vous la livrer, est de dire que l'Égypte a résisté alors que d'autres nations n'ont pas pu résister, et c'est le cas de l'Irak, ou évidemment, si on va un petit peu plus à l'est de l'Afghanistan, certaines personnes
analyse cela pour décrypter la situation en Syrie. Première donc rupture d'équilibre entre la relation traditionnelle de modération, de pourvoyeur de sécurité des Américains, des États-Unis, vis-à-vis de l'Égypte. Deuxième rupture, et d'une certaine façon c'est une conséquence de cette première rupture, la nature ayant horreur du vide, un retour d'un vieil ami, si j'ose dire, ou en tout cas d'un vieux partenaire qui est celui de la Russie. La Russie, qui depuis les années 60, avec cet héritage nassérien, dans une logique du non-alignement offensif, cet esprit de Bandung qu'on revisite sur le continent africain, alors qu'il a été présent dans les années 50, 60, 70, plutôt sur le continent asiatique, est une réalité. La première réalité, c'est qu'un accord bilatéral stratégique a été signé entre la Russie et l'Égypte le 14 novembre dernier, avec, là aussi, les chiffres ont leur importance, une promesse d'investissement dans le domaine militaire de 2 milliards d'euros de la part de la Russie. Cela confirme deux choses, que la Russie devient un acteur prégnant dans le Maghreb et le Machrek, que la Russie, dans sa notion jusqu'à présent du voisinage proche, élargit cette dimension et qu'on a l'impression, ou le sentiment, la certitude, que la politique étrangère russe se situe dans cette méridionalisation de son espace vital, de son hinterland, de son profondeur stratégique, comme diraient les stratèges. J'en veux pour preuve qu'un certain nombre de dettes ont été annulées par la Russie en direction des pays du Moyen-Orient, je pense évidemment à l'Irak, et qu'un certain nombre d'investissements directs étrangers se font de plus en plus présents, non seulement en Égypte, en Israël, au Liban et bien évidemment à Chypre. Troisième élément que je voulais livrer au débat et à votre sagacité, qui est une nouvelle configuration stratégique. Jean-Yves l'a effleuré tout à l'heure, et qui pour nous interroge, car nous avons toujours, concernant les deux pays que je vais évoquer, l'Arabie Saoudite et le Qatar, eu tendance à les mélanger. Et pourtant, ils sont au cœur d'une nouvelle guerre froide, excusez-moi cet anachronisme ou cette utilisation d'un mot un petit peu passéiste. Je dis cela car lors du dernier sommet du Conseil de coopération du Golfe à Koweït, il y a 2 semaines, il y a eu une ligne de front où un certain nombre de pays, les 6 membres du Conseil de coopération du Golfe, se sont opposés sur la question égyptienne, à savoir remettant en cause, et de manière tout à fait forte, prégnante, le rôle, là aussi particulièrement critiqué, de la part du Qatar, qui avait promis de ne plus soutenir les frères musulmans et qui pourtant continue à le faire dans le cadre électoral. La relation nouvelle, qui est gagée par les 16 milliards de dollars d'investissements, qui sont des investissements et non pas un prêt, alors même que le FMI est venu en Égypte en disant qu'elle voulait aussi contribuer à cette cette réimpulsion de la dimension économique. Jean-Yves l'a évoqué, un taux d'inflation de 8%, un déficit croissant, 11% du PIB, un certain nombre de chiffres qui, malheureusement, sont des réalités, hélas, que nous aurions pu penser solutionnées par le printemps arabe, dans un certain nombre de ces pays, 24% en Tunisie, 25% en Égypte, le taux de chômage est encore une fois supérieur, inacceptable, quand on sait l'aspiration de la jeunesse de plus en plus éduquée à un juste rapport à la dimension économique qui a fait de ces pays des pays qui ont connu des croissances fortes, 6% avant le 25 janvier 2011, la croissance égyptienne, Jean-Yves me corrigera, cette année n'est guère évaluée à plus de 1,8%. Bref, cette dimension économique est aussi importante et encore une fois, elle s'explique dans un cadre plus large. Ce rapprochement entre l'Égypte et l'Arabie saoudite répond là aussi à une interrogation par rapport à un nouvel acteur qui est l'Iran et d'une certaine manière, l'investissement de l'Arabie saoudite vers le continent africain, pour ne pas dire vers l'Afrique du Nord, répond aussi à cette triangulation où l'Iran peut être là aussi un acteur vers lequel un certain nombre de pays pourraient aller, en tout cas explique que des rapprochements ont eu lieu, ou en tout cas que des craintes sont advenues de manière plus visible. Comme je le disais, paradoxe de notre grille de lecture, où on a tendance à associer Arabie saoudite et Qatar, et pourtant, vis-à-vis de l'Égypte, il y a une rupture nette. D'ailleurs, c'est une rupture que l'on retrouve aussi dans le rapport entre l'Égypte et la Turquie. Je dis cela car la Turquie était plus présente qu'elle n'est actuellement. Là aussi, il y a une interrogation par rapport à la modélisation
qu'un certain nombre de pays occidentaux ont pu avoir vis-à-vis de l'acapéisation de l'islam politique. Je dis cela parce que c'est comme ça que les Américains percevaient la prégnance et la capacité à s'appuyer sur la Turquie comme un modèle de société qui a donné lieu à un rapport direct entre le PJD, avec le PJD marocain, avec Ennahda tunisien ou avec le MSP algérien. En découle donc une nouvelle centralité du dossier égyptien, et je vais aller un petit peu plus vite dans la deuxième partie, qui malheureusement répond aussi à un contexte stratégique ou un contexte sécuritaire particulièrement vulnérable. Je prendrai quelques exemples. Premièrement, l'importance ou le démantèlement de la sécurité au voisinage immédiat de l'Égypte. Actuellement, il y a des troupes égyptiennes qui sont en train de se masser à la frontière sud avec le Soudan pour deux raisons, car le Soudan est lui-même perclus d'opposition interne, et tout simplement parce que la dimension de l'eau est aussi quelque chose important, et si l'Égypte va en guerre, ou si l'Égypte pourrait aller dans une conflictualité avec les pays châteaux d'eau, comme l'Éthiopie ou les pays en amont, très certainement l'armée sera adoubée, ou en tout cas légitimée de ce point de vue-là. Je dis cela parce que dans la presse, il y a une acceptation du fait que l'armée se renforce pour cette raison précise. Il y a aussi une autre raison pour laquelle l'armée, me semble-t-il, va être amenée à jouer un rôle de plus en plus important dans le cadre institutionnel et dans la dimension domestique, qui est celui de la crainte née de la porosité des frontières. Porosité des frontières, on sait que 12 millions d'armes légères et de petit calibre transitent de la Libye vers Gaza. On sait également qu'il y a eu la découverte de cellules terroristes. Je pense notamment à une découverte, ou en tout cas l'arrestation d'un des leaders, un des lieutenants de Al-Zameri, Tarwat Salah Shehata, Al-Zawahiri, qui a été arrêté il y a peu de temps. On sait que ce chef terroriste est à l'origine d'un certain nombre d'attentats, et on a la preuve de son lien avec d'autres mouvements terroristes, notamment Ansar al-Sharia en Tunisie. Et bien évidemment, sa main se retrouve dans un certain nombre d'attentats, notamment ceux de Benghazi ou de Darna contre des communautés coptes. Et puis bien évidemment, au-delà de cette porosité de la frontière occidentale, il y a également le risque d'affaiblissement, ou en tout cas le risque d'une porosité dangereuse pour Israël, qui a besoin également d'avoir ou d'assumer sa sécurité aussi sur son front sud, ayant à gérer son front intérieur et le front nord. Et bien évidemment, les attentats récents contre le bus de touristes coréens en est un exemple, ou bien évidemment les tirs réguliers de roquettes contre les territoires israéliens. Bref, tout cela oblige, ou en tout cas s'insère dans une nouvelle configuration diplomatique qui jusqu'à présent était gagée par la stabilité, ou en tout cas le rôle de l'armée dans le Sinaï, qui pourrait être prise à défaut. Et puis, évidemment, les négociations irano-américaines vont aussi impacter sur cela. Et je terminerai, Monsieur le Président, par vous donner deux autres éléments qui s'imposent à nous. Premièrement, et c'est un constat, et il faudra bien y faire face, l'installation durable du terrorisme en Égypte. On le voit, un certain nombre de structures sont en train de se mettre en place. On a eu, encore une fois, la preuve de la mise en place d'un conseil égyptien du djihad islamique. Donc c'est quelque chose qu'il faudra anticiper, ou en tout cas envisager pour le futur. Et puis, bien évidemment, ce concept difficile pour nous, démocratie occidentale, de la démocratie armée, gagée sur cette alliance entre le peuple et l'armée contre ceux qui obèrent cette dualité, bien évidemment les frères musulmans, ce diptyque entre sécurité et liberté. Peut-être que les prochaines semaines, peut-être que le contexte politique nous amènera, nous, Européens, à imposer un troisième élément qui est celui de la démocratie dans cette réalité incomplète. Je terminerai juste en vous en livrant une dernière, qui est celui d'un nouveau multilatéralisme dans lequel l'Égypte semble et veut prendre sa place, un nouveau multilatéralisme qui est prégnant quand on voit le désengagement du système, ou en tout cas l'incapacité du système onusien à faire le minimum pour assurer la protection d'un certain nombre
d'États, et je pense notamment à la question syrienne. Bref, au fur et à mesure que l'on voit l'incapacité de l'ONU à produire de la sécurité, à produire de la diplomatie offensive, on voit émerger un certain nombre d'autres organisations. Je ne vous en livre quelques-unes, évidemment la Ligue arabe, car le siège est au Caire, mais bien évidemment aussi l'organisation de la conférence islamique, dont le siège est à Jeddah, et je l'ai dit précédemment, le G6 du Conseil, regroupant les membres du Conseil de coopération du Golfe. Là aussi, cette réaffirmation d'un nouvel non-alignement qui est pour l'instant une réalité économique, à travers le concept que vous avez tous entendu de la coopération sud-sud, mais qui de plus en plus, me semble-t-il, va donner lieu à de nouveaux espaces, à de nouvelles capacités diplomatiques dans lesquelles l'Égypte, me semble-t-il, aura intérêt à s'appuyer. Bref, je terminerai mon propos en vous disant que nous, Français, nous devons aussi regarder ce qui se passe en Égypte avec moins d'idéologisation et un petit peu plus peut-être de pragmatisme, peut-être même en y instillant un petit peu plus de réalisme, car le changement en Égypte n'est qu'une étape, qu'un palier d'un changement qui va évidemment toucher l'ensemble de la sous-région. Merci. Merci Emmanuel Dupuis. On va prendre 4 questions. Je vais vous demander de poser des questions précises et courtes, et si possible, de les adresser à l'un des 5 intervenants autour de moi. Qui commence ? Monsieur là, est-ce qu'on a un micro, s'il vous plaît ? C'est des questions. Le monsieur là en bas. Voilà. Aucun d'entre vous n'a évoqué le problème de la croissance démographique, qui paraît quand même assez vertigineuse, en vue de loin. J'ai vu afficher sur l'écran 80 millions d'habitants en Égypte, d'autres parlent de 85 millions. Où en est-on ? Et est-ce que dans les pouvoirs publics s'alarment quelque peu de cette croissance ? Et est-ce que l'on revient sur les positions qui avaient été celles de la conférence du Caire, je crois, en 1994, où l'Égypte avait freiné les 4 fers contre tout ce qui représentait une planning familiale, une limitation de la croissance démographique. Merci. Une autre question, peut-être derrière là. Voilà. Bonsoir à tous. J'ai une question, si je ne me trompe pas, à Madame Lalande, qui avait parlé tout à l'heure des droits de femmes, des femmes. Et si j'ai bien compris, donc, elle disait que les droits des femmes en Égypte s'améliorent ou vont s'améliorer. Alors, j'aimerais bien poser cette question parce que je ne peux pas comprendre ce type de discours parce que, à mon avis, on ne respecte dans aucun pays où il y a une dictature qui s'installe les droits des femmes ou les droits des hommes. Sachant que le système qui dirige aujourd'hui l'Égypte, et tous le savent très bien, c'est un système d'un dictateur, donc il a renversé donc, un dirigeant, il y a un président qui a été élu démocratiquement, il a tué, on le sait tous, des femmes et des hommes. Et la dame qui est juste donc à votre droite, elle a rappelé tout à l'heure que jusqu'à aujourd'hui, minute après minute, donc il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants qui essayent de manifester dans les rues de l'Égypte et qui sont tués par ce système-là et par le système actuel qui a justement, je ne sais pas comment il a fait justement pour instaurer ou construire donc une constitution où tout à l'heure on a entendu un petit peu Miloš. Parce que c'est juste ça, donc c'est ce commentaire. Donc j'aimerais bien qu'elle nous explique si c'est vraiment donc les droits des hommes et des femmes vont s'améliorer. Merci. Merci. Une troisième question. Le monsieur là, s'il vous plaît. Non, mais... Alors, ma question est très simple. C'est quoi la valeur juridique d'un texte qui a été voté le 14 janvier sur un régime autoritaire qui a tué 4000 personnes, non, brûlé 4000 personnes vivantes le 14 août, mis 16 000 personnes dans les prisons, qui a, on va dire, prisonnier des mineurs qui ont 13 ans
et que vous l'avez comparé avec la constitution qui a été votée à l'ère de Morsi, qu'on soit pour ou contre, qui a été votée massivement, alors ça c'est la première question. C'est une valeur juridique que je demande finalement d'un texte de constitution. La deuxième chose, je fais une remarque. Le Qatar n'a pas, on va dire, été parmi les monarchies du Golfe qui ont soutenu, on va dire, le mouvement du 3 juillet. Il n'y avait que les Émirats arabes et l'Arabie saoudite conjointement qui ont, on va dire, avancé 16 000 milliards d'euros de dollars pour financer, on va dire, le régime en place qui venait de prendre le pouvoir. Alors, pour rappeler juste, on va dire, quelques lectures intéressantes, je vous invite à lire, on va dire, le professeur Naomi Chomsky. C'est un grand professeur américain, connu comme l'un des grands penseurs de la géopolitique internationale à l'heure actuelle. Et voilà, pour ne pas oublier ma question, une autre question, c'était finalement de dire, les gens qui ont, on va dire, initié le 3 juillet, les mouvements contestataires, on a pensé que 1 million de personnes, soi-disant rassemblées à la place de Tahrir, est-ce qu'ils ont la légitimité pour renverser un régime qui a été voté à 51% des Égyptiens? Voilà, c'est une question démocratique qu'on doit se poser dans un pays démocratique. Et pourquoi la presse française reste muette sur cette question? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé finalement sur la qualification, on va dire, de ce qui se passe, de ce régime. Et voilà, alors que la presse anglaise, pour ne pas citer d'accord, merci. Que merci. New York Times ou Washington Post parlent merci. régulièrement. On ne va pas faire une revue de presse ce soir. Une dernière question, et puis ensuite on passera aux réponses des intervenants. Il y a la dame là-bas, s'il vous plaît. Bonsoir, donc Basma Awad du mouvement Place Tahrir en France. Donc on était présents ici depuis le 25 janvier 2011 avec les jeunes qui nous ont appelés descendre à la base pour les Égyptiens à l'étranger le 23 janvier 2011. Et donc nous on continue le combat, on parle au nom de tous les révolutionnaires. Je voulais juste faire un hommage aux 21 000 emprisonnés politiques là-bas en Égypte, pour rien, la plupart, pour rien. Et je voulais juste poser une question au niveau constitutionnel. Est-ce qu'on prend en compte le nombre de jeunes? Parce que si on regarde, nous on a beaucoup suivi en France et partout, et surtout en Égypte, est-ce qu'on prend en compte le fait que les jeunes ne soient pas du tout partis voter cette constitution-là, qui a été donc présidée, l'écriture a été présidée par Amr Moussa. D'accord. Bon, à la base, nous, on est un peu contre lui, qui était un fervent de Moubarak et de son fils Gamel Moubarak. Donc, est-ce que on prend en compte ces jeunes-là qui font partie 60% de la population égyptienne, et est-ce qu'on prend en compte aussi le tweet que tous les jeunes ont fait ces derniers temps en disant votons. Je vais pas le dire parce que c'est un gros mot, je peux pas le faire. Mais voilà, est-ce qu'on prend en compte ça et le fait que vraiment il y a un refus total, que ce soit au niveau de l'islam politique. Nous, en tant que jeunes, on refuse l'islam politique, donc le Morsi et les frères musulmans, et nous refusons aussi le retour à la dictature militaire. D'où la révolution du 25 janvier est sortie contre. Merci. Merci. Alors, des questions variées. On va commencer avec la question sur la croissance démographique qui, je pense, est pour vous, Monsieur Moisseron. Où en est-on? Est-ce que les pouvoirs publics s'en alarment et prennent ce problème de façon suffisamment sérieuse? Bon, disons la structure démographique de l'Égypte est à peu près similaire aux grandes transitions démographiques qu'on observe dans tout le monde arabe, c'est-à-dire une baisse très, très rapide et marquante des taux de fécondité qui fait qu'aujourd'hui le nombre d'enfants par femme est inférieur à 3. Et c'est d'ailleurs, il s'approche plutôt de 2. Et c'est un des éléments essentiels dans l'explication aussi du printemps arabe, dans le sens où l'ensemble des modalités de reproduction de la société, ou de ce type de société, je ne veux pas rentrer dans le détail, les démographes l'ont très bien montré, qui repose sur le fait d'avoir au moins un fils. Quand on n'a plus que 2 enfants, la probabilité d'avoir un fils diminue considérablement et ça pose question sur les modèles de reproduction des structures sociales et familiales, etc. Donc l'Égypte, de ce point de vue-là, n'est pas une exception. Ça crée évidemment des effets de transition démographique extrêmement rapides, et le fait qu'il y a une grande partie, le fait essentiel et le problème essentiel, mais on le voit sur les images qui ont été diffusées tout à l'heure,
C'est le fait que chaque année, 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail et que en face, la création d'emplois est tout à fait insuffisante, et donc s'accumule un stock de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui du coup restent plus longtemps à l'école dans les formes de formation, et qui en fin de compte ne peuvent pas avoir si ce n'est des emplois, au moins des emplois qui correspondent à leurs qualifications, à leurs espoirs, etc. Ça se traduit aussi, il faut ajouter à cela un recul de l'âge au mariage qui accentue toutes les tensions sociales dans une société qui reste très traditionnelle, et donc qui pose clairement des problèmes d'intégration des jeunes. Être jeune aujourd'hui en Égypte, avoir 20 ans en Égypte, si l'on n'est pas dans une grande famille qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre d'avantages, ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est là que le facteur démographique accentue considérablement tous les problèmes structurels dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci. La question sur les femmes, est-ce que ça a un sens de parler d'une amélioration des droits des femmes dans un système qui ressemble de plus en plus à une dictature militaire, qui emprisonne actuellement, les chiffres sont variables, on parle de 13 000, de 15 000, certaines sources parlent de 20 000 opposants sont dans les prisons. Est-ce que ça a un sens de parler de droits des femmes, d'une amélioration des droits des femmes? Est-ce qu'on ne prend pas le risque de légitimer la dictature qui se met en place? Madame Lalonde. Écoutez, je pense que le droit des femmes est quelque chose de capital pour une démocratie, précisément. Il ne peut pas y avoir de vraie démocratie sans droit des femmes. Donc, si un pays est pris, comment dire, par un pouvoir qui a été élu démocratiquement, et une fois que le pouvoir est élu démocratiquement, la première chose qu'il fait, c'est de faire une constitution où elle supprime, dans laquelle est supprimé les principes fondamentaux des droits des femmes. Voilà, j'appelle pas ça de la démocratie. Donc c'est pour ça que je pense qu'à l'époque de Morsi, il y a eu des vraies atteintes dans la Constitution sur ces principes fondamentaux des droits des femmes. Et j'ose espérer, j'ai pas dit que j'étais sûre que ça allait marcher, mais j'ose espérer qu'avec cette nouvelle Constitution, parce que dans la Constitution, tout est marqué dans la nouvelle Constitution, l'égalité homme-femme, c'est vraiment stipulé, le fait que les femmes puissent aller travailler, le fait que les femmes puissent aller à l'école, à l'université, enfin tout est stipulé dans la Constitution. Et bien évidemment, comme le disait Thierry Rambaud, il y a la Constitution et puis il y a l'application de la Constitution. Mais on peut penser que ça va aller dans le bon sens. Alors je vous dis pas, bon, faut pas confondre. Vous me parlez de dictature. Pour l'instant, ce que je vois moi à mon niveau, au niveau des droits fondamentaux des femmes, et vous savez, j'ai travaillé beaucoup en Afghanistan pendant 10 ans. Et j'ai connu les femmes afghanes à l'époque des talibans, et je peux vous dire que il y a des femmes, quand elles ont appris ce qui se passait en Égypte, y compris en Tunisie et dans d'autres pays, la première chose qu'elles m'ont toutes dit, c'est nous, on a vécu sous les talibans, on sait ce que c'est, on sait comment ça a commencé, et donc je comprends les Égyptiens, les Égyptiennes, les Tunisiennes. Voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça va. Alors, plus largement sur la question de la Constitution, de sa validité, de sa légitimité. Il y avait également une remarque sur le fait que les jeunes ont très peu participé au référendum. Monsieur Rambaud, votre point de vue? Oui, alors ce sont deux questions extrêmement évidemment difficiles qui ont été posées. Sur la participation des jeunes et la légitimité du processus, il me semble qu'il faut renvoyer à la distinction entre démocratie formelle et démocratie matérielle. La démocratie formelle, les systèmes démocratiques s'expriment à travers une technique que l'on appelle le droit de suffrage. Il faut se saisir du droit de suffrage, du droit de vote. On peut faire la politique du boycott, on peut faire la politique de l'abstention, mais il faut après admettre que les conséquences peuvent en être tirées. Les démocraties représentatives contemporaines fonctionnent toutes sur la base des schémas représentatif et du droit de suffrage pour les citoyens d'un État. Il y a quelques... Non mais il faut dire les choses
comme elles sont. C'est le droit de suffrage qui garantit la démocratie formelle. Dans un exemple qui est évidemment totalement différent, mais les dernières élections municipales ont été difficiles pour le président de la République parce que, incontestablement, il n'a pas su mobiliser ses électeurs dans un certain nombre de communes. Et il faut... donc je crois que la démocratie formelle, c'est ce qui caractérise les régimes politiques démocratiques contemporains. Et après, une démocratie, je crois qu'on est tous d'accord, il faut que les forces vives, justement, lui donnent du corps, lui donnent du contenu et permettent à cette démocratie de vivre. On est tous d'accord que l'émergence d'une société civile responsable, libre et indépendante est absolument capitale. Et je crois qu'on partage tous un sentiment d'empathie pour la jeunesse qui veut évoluer, qui veut avoir sa place au sein de cette société, mais il faut qu'elle accepte de passer par des canaux institutionnels aussi. Ça passe par les blogs, ça passe par Internet, ça passe par la télévision, ça passe par un certain nombre de choses, mais ça passe également par les logiques et les canaux institutionnels. Je dois avouer que je reste convaincu que la démocratie représentative n'est sans doute pas le meilleur système. Churchill l'avait dit bien avant moi et dans d'autres. Mais il faut admettre ce jeu-là. Alors, sur la question concernant le renversement le coup d'État du président contre le président Mohamed Morsi. Deux points. Cette question, vous comprenez bien que le constitutionnaliste, le juriste, est évidemment très embarrassé par rapport à cela. Et il peut simplement vous répondre que de deux manières. Le premier point, c'est que, est-ce qu'il y a un coup d'État au sens où qu'on l'on donne traditionnellement à ce terme? Oui, c'est évident. Il y a un président qui a été élu au suffrage universel direct, assez largement. Il y a eu une compétition électorale, il y a eu des candidats contre le président Morsi. Il a gagné. Premier point. Deuxième point, la politique menée par Morsi et par son gouvernement a fait l'objet de très grandes contestations sur des sujets très graves, en tout cas qui ont été ressentis comme très graves par une très grande partie de la population égyptienne. Il y avait effectivement les sujets liés à la pratique politique. Il y avait incontestablement un manque de culture politique démocratique. Il y a eu des choses en termes de nomination qui ont profondément choqué. Il y a eu cet acharnement à maintenir le décret présidentiel. Il y a eu des choses qui ont provoqué des réactions extrêmement vives. Et vous connaissez tous la chronologie des événements. Il y a eu le nombre exact, je ne m'aventurerai pas sur le nombre exact de personnes qui sont descendues à Tahrir et dans toute l'Égypte, mais c'est à la suite de ce sentiment qu'un basculement pouvait se produire et qu'un bain de sang généralisé pouvait survenir, que l'armée est intervenue dans les conditions que vous savez, avec la présidence, avec le maréchal El-Sisi qui est intervenu à la télévision avec les hautes autorités religieuses du pays et notamment le recteur de l'Azhar, qui est la très grande mosquée et université de l'islam sunnite en Égypte, mais dans le monde sunnite plus généralement. Alors, vous comprenez bien ici que le constitutionnaliste, il est un petit peu désarmé d'une certaine manière, parce que ici, la politique déborde le champ constitutionnel. Et vous percevez bien qu'il y a au sujet, et tous ceux d'entre vous qui ont été récemment en Égypte, on peut faire ce constat, il y a incontestablement deux camps. Il y a ceux qui disent, c'est un moment dur, il y a des emprisonnements, il y a des tortures, il y a des choses inadmissibles, mais il y a aussi, comme le disait Emmanuel Dupuy il y a un instant, il y a aussi des cellules terroristes, il y a aussi des enjeux en termes de lutte contre le terrorisme. Donc il faut passer par là. C'est une sorte de politique de la part du feu, si vous me pardonnez cette expression. Puis il y a ceux qui disent, mais non, arriver coup d'État constitutionnel contre un président démocratiquement élu. Alors certes, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée par le peuple souverainement, mais après il y a une pratique politique qui interroge la viabilité et le sens des principes qui ont été posés dans le texte constitutionnel. Mais je répète que le constitutionnaliste doit ici un peu céder le pas face aux faits politiques. Et ces événements qui se produisent interrogent davantage nos consciences de citoyens et de démocrates, davantage que le point de vue du constitutionnaliste, qui peut, à mon avis, simplement s'en tenir aux éléments que je vous ai donnés. Je voudrais
Je voudrais clore ce débat en donnant la parole à notre intervenante égyptienne, Nihal Marouf, et revenir un peu aux propos que j'ai tenus en introduction, c'est-à-dire cette élection qui va arriver avec la victoire attendue du maréchal Sissi. Quel regard vous portez sur cette victoire, sur ce sacre annoncé du maréchal Sissi? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette démocratie armée, pour reprendre l'expression de Emmanuel Dupuis, qui va se mettre en place en Égypte? Est-ce que ce régime va être légitime? Est-ce qu'on peut avoir confiance en lui? Oui, en fait, comme j'avais commencé ma parole, mon intervention, en disant que la tête de la pyramide, c'est pas ça qui compte. Donc, je vous rassure que, le régime élu, donc n'importe quel régime élu, qui ne se rend pas compte qu'il fait face à des jeunes qui forment plus que 60% de la population, des jeunes de plus en plus politisés, des jeunes actifs, des jeunes prêts à tout, puisqu'ils pensent qu'ils n'ont que cette voie-là, sinon ils vont mourir, donc ils n'ont pas le choix. Donc s'ils ne se rendent pas compte qu'il fait face à cette population-là, qui non seulement attendent de lui une vraie et profonde réforme, de changement vraiment à profondeur sur le système économique rentier. Donc, s'il ne crée pas de grands projets, pour cesser à ce chômage-là, et si aussi, ils non pas seulement attendent de lui de faire des réformes, mais qui veulent aussi contribuer à ces réformes-là. Donc, s'ils ne se rendent pas compte que le jeu a changé, que le milieu a changé, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, je vous rassure qu'il passera de très mauvais jours, parce que il y a une phrase qui m'a vraiment frappée, qui était écrite sur les murs, en disant vous, c'est-à-dire le régime, vous ne nous laissez pas rêver, on ne vous laissera pas dormir. Et voilà. Voilà. Merci. C'est une belle conclusion. Merci à vous tous d'être venus nous écouter ce soir. Bonne soirée à tout le monde.